Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et de la crise dans l'est du pays. Le gouvernement et les rebelles posent leurs conditions pour des négociations directes. C'était prévu ce 9 avril à Doha, une rencontre entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Négociations qui devraient être des négociations directes entre ces deux entités dans le cadre de la résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon certaines sources, les délégations des deux entités étaient bel et bien au Qatar, mais la discussion n'a pas pu démarrer. C'est 10 avril comme prévu parce que les deux parties ont posé des conditions et qu'il n'y avait pas eu, selon d'autres sources, des invitations formelles invitant donc les deux parties à engager directement les pourparlers pour trouver une solution à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. On ne pourra pas reprendre la liste de toutes les revendications des deux parties, mais il faut noter que le gouvernement congolais demande le retrait des rebelles des capitales Goma et Bukavu essentiellement. Les rebelles également posent certaines préalables pour leur sécurité avant de commencer par discuter avec le gouvernement congolais à Doha pour trouver une solution. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Horus Donkovi. Les négociations ne sont pas officialisées entre les rebelles du M23 et la République démocratique du Congo, puisqu'on sait que le chef d'État congolais, Félix Tshisekedi, avait annoncé qu'il n'est pas prêt à discuter avec les rebelles, mais des sources annoncent quand même qu'il y a des élans de discussion entre le Congo et le M23, et ce serait à Doha au Qatar, sous l'égide donc de l'émir du Qatar, qui aurait rassemblé les deux entités. Les négociations qui devaient démarrer ce 10 ont finalement été reportées parce que les deux parties ont posé leurs préalables. Bon, elles sont très secrètes, ces négociations. On sait très peu de choses. Il y a beaucoup de présomptions. Après, la première question qui me vient et qui est assez récurrente, c'est pourquoi Doha? Pourquoi le Qatar? Pourquoi pas un pays africain? Parce pourquoi que c'est plus discret. Parce que là, on a toutes les difficultés à avoir les informations sur la tenue de ces discussions. Je trouve qu'il y a beaucoup, apparemment il y a beaucoup de capitaux quand il s'agit de payer des billets d'avion, des suites et le déplacement, ainsi de suite. Bon, peut-être que les populations au niveau du Kivu et même de Kinshasa avec les inondations, elles ont peut-être besoin de ces ressources-là. Bon, après, c'est un avis, mais c'est difficile de se prononcer sur ce qui se dessine parce que on n'a pratiquement pas de grosses informations. Tout ce que l'on souhaite, c'est que l'État congolais puisse récupérer le Kivu, mais je n'ai pas l'impression que de façon militaire cela se fait, que dans la manière dont le Kivu est administré actuellement, disons, on a l'impression que le M23 pose de plus en plus les bases qui donnent qui laissent à penser qu'il s'installe pour une longue durée. Il commence à investir dans l'administration de la sécurité de la région, l'administration économique de la région et ainsi de suite. Donc bon, je suis un peu dubitatif quant aux négociations, mais on verra ce qu'elles vont donner. C'est difficile de se prononcer tant qu'on n'a pas, comme je disais, elles sont très secrètes, on n'a pas de rapport du gouvernement explicitant concrètement ce qui se discute et ce vers quoi on s'achemine. Alors, est-ce que le fait que ces négociations se passent dans une totale opacité, sans communication, n'est pas aussi un élément sur lequel il faut réfléchir? Pourquoi avoir choisi de ne pas en parler, puisqu'on avait décidé de parler clairement pour dire qu'on ne voulait pas discuter? Et pourquoi, quand on a changé d'avis, on ne communique pas dessus? Je pense que c'est une question de rapport de force. Si vous avez la force de votre côté, vous pouvez faire valoir vos conditions. Mais dès lors que vous êtes en défaillance, c'est compliqué d'imposer. Le M23, s'il est à la table des négociations, c'est parce qu'elle a les forces nécessaires pour pouvoir s'imposer au niveau de cette table des négociations. Et malheureusement, c'est ce que M. Tshisekedi ne voulait pas. Sauf que M. Tshisekedi n'a pas les moyens de sa politique. Donc le M23, par le fait des circonstances, est désormais à la table des négociations, peut proposer ses conditions, voilà.
Et mettons que ça va, à mon sens, ça va compliquer les choses pour le gouvernement de Kinshasa. Parce que quand tout à l'heure dans votre introduction, vous dites avoir des conditions sur la sécurité et ainsi de suite. Alors, je rappelle que le Kivu, ce n'est pas un petit territoire, hein, c'est un petit pays limite. Donc, s'ils ont la force de tenir ce territoire, de l'organiser, de l'administrer, c'est compliqué. Je sais pas trop comment cette histoire va terminer, mais je trouve que c'est compliqué. Et si le M23 a été accepté, c'est que le M23 a les moyens de sa politique. Donc c'est encore beaucoup plus compliqué. Pourquoi par quelle logique laisserait-il un territoire aussi riche, et aussi grand, aussi juteux que le Kivu? Si il arrive à pour vous, ce préalable sera difficile à satisfaire? Oui, tout simplement parce que s'il administre, c'est qu'il a les moyens de pouvoir administrer. Ça veut dire que en bas de la chose militaire, il y a la chose financière, il y a la chose économique. Ça veut dire que ce groupe a des revenus. Ce groupe est soutenu économiquement et financièrement. Ce groupe a des appuis diplomatiques. Si ce groupe peut prendre un avion, se retrouver à Doha, au Qatar, avec de l'immunité, c'est que c'est un groupe qui a un soutien diplomatique. C'est un groupe qui a un soutien financier. C'est ça qu'on n'y dit pas. On regarde l'aspect militaire. Ça veut dire que de fil en aiguille, les responsables de ce groupe deviennent plus ou moins des intouchables. Parce qu'ils deviennent des acteurs clés de la crise. Ça veut dire que demain, il ne faut pas vous étonner s'ils arrivent à aller à Doha. Il ne faut pas vous étonner si demain, ils se retrouvent à Washington pour débattre du problème congolais avec le gouvernement congolais. Ou bien il ne faut pas s'étonner demain si on les retrouve en Belgique. C'est là le souci. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont les moyens de leur politique. Et donc de petit à petit, ils commencent à grignoter de la place et ils commencent à être officiellement reconnus. Et ça, c'est compliqué. Merci beaucoup, Russe. Donc, Ovi, alors, Dieudonné Sewanou, les deux parties posent leur préalable. Les discussions directes qui devaient normalement démarrer pour ce round à partir de ce 10 sont finalement reportées. On évoque officiellement des questions d'organisation, mais aussi au fond des préalables sont posés par les deux entités pour pouvoir aller en sécurité discuter à Doha. Mais selon d'autres sources, les envoyés des deux entités sont déjà même sur place à Doha. Mais Guillaume, avant de venir même sur les dysfonctionnements de ces négociations, en fait, qui est déjà sur place, je voudrais que les panafricanistes prennent de la matière dans cette tentative de résolution de la crise congolaise. Que les panafricanistes prennent de la matière et étudient la possibilité aujourd'hui pour l'Afrique de s'émanciper plutôt sur un certain nombre de choses et aussi dans la résolution de certaines crises africaines. Il ne s'agit pas tout simplement de tout le temps que nous crions que l'Occident arrête d'infantiliser l'Afrique, que l'Occident arrête d'avoir des discours injurieux à l'égard de l'Afrique, mais il faut aussi qu'on comprenne quel est le rôle de l'Afrique ou alors quelle est la position où l'Afrique se place dans la gouvernance mondiale, dans la résolution de ses propres crises. Alors une fois encore, je suis en train de voir que l'Afrique n'est pas prête à se prendre en charge sans les autres, malheureusement. Et cela, je dis ceci à partir de cette tentative multiple de la résolution de la crise congolaise. Avant, au Kenya, ça n'a pas marché, à Luanda, ça n'a pas marché, et malheureusement, on a, par coup de baguette magique, retrouvé les deux présidents rwandais et congolais à Doha, au Qatar, ce que nous avons fustigé ici, et on s'est posé la question, pourquoi maintenant ils arrivent à se retrouver là. Et aujourd'hui, c'est bien M23 qui doit retrouver également la RDC ou alors Kinshasa à Doha. Cela voudrait dire aucun pays africain ou alors aucune médiation africaine n'a réussi à
mettre ensemble ces positions-là autour d'une même table et discuter, trouver une solution adéquate, malheureusement. D'où, moi, ma tristesse dans le cœur pour dire aussi longtemps que nous n'allons pas prendre nous-mêmes notre propre responsabilité sur le continent et aller vers des objectifs précis, nous allons continuer par être des griots, nous allons continuer toujours par chanter et le développement de l'Afrique que nous crions tant n'arrivera pas. Maintenant, sur les préalables que posent ces deux positions, le M23 qui se retrouve aujourd'hui à la table des négociations, ce que refusait Tshisekedi de par le passé, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est le M23 qui est là, et c'est le M23 non seulement qu'il est là, mais c'est lui qui pose aussi des conditions. Et la RDC également, ou alors le pouvoir de Kinshasa, qui pose aussi des préalables, notamment la libération des territoires déjà occupés. Vous voyez, c'est là même ce qui cristallise la discussion, ce qui cristallise le débat. Et cela ne peut pas faire partie des préalables. Si cela faisait partie des préalables, alors il n'y aura plus de négociations. Il n'y aura plus de discussion. Si le M23 se retirait, la crise serait finie. On n'aurait plus de crise. Il pourrait revenir après aussi. Non, mais écoutez, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Le M23 veut conquérir un territoire et le gouverner, l'administrer. D'ailleurs, c'est qu'il a déjà commencé par faire. Alors, si cela pouvait être simple, qu'on dise, écoutez, nous allons discuter, mais retirez vos affaires, retirez vos éléments des espaces déjà occupés. Après la discussion, tout dépendra de la discussion. Vous pourrez revenir ou ne pas revenir. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut qu'on pose les vrais préalables. Et je me dis même, on s'est pris d'ailleurs déjà trop tard. Si on savait qu'on allait discuter avec M23, on n'allait pas attendre jusqu'à toutes ces occupations avant de commencer aujourd'hui par aller au Qatar et essayer de discuter, poser des... Le M23 ne doit pas jouer au même titre que Kinshasa. Kinshasa est un pouvoir en place. C'est un pays en place. Le M23 est en train de jouer au banditisme dans l'occupation de territoire. Mais aujourd'hui, c'est le M23 qui pose ces conditions dans la balance. Vous voyez que la question du rapport de force que j'évoque tout le temps sur ce plateau a changé de camp, malheureusement. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewono, Samir Ourosama, les deux parties posent leur préalable pour engager la discussion directe à Doha dans le cadre de la résolution de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais monsieur Guillaume, vous savez que le 18 mars 2025, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda, qui est le soutien indéfectible de l'AFC M23, se sont rencontrés à Doha. Et parmi les engagements qu'ils ont pris, c'est que ces chefs d'État ont salué les différentes avancées donc dans les processus de Nairobi, de Luanda, et puis l'initiative portée par le sommet conjoint de l'EAEC et puis de la SADC et tout cela. Et l'autre engagement, c'est qu'ils se sont engagés en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et donc, afin de poursuivre donc les discussions entamées donc à Doha. Donc, l'un des préalables portés par la République démocratique du Congo, en réalité, n'est pas nouveau. Parce que leur parrain traditionnel, qu'est le Rwanda, a déjà montrer sa volonté à ce que ce cessez-le-feu immédiat et inconditionnel soit une réalité véritablement. Donc en réalité, ces discussions qui sont annoncées à la suite donc de cette rencontre, et quand vous regardez la composition des deux délégations, je pense que le pouvoir de Kinshasa est toujours dans sa logique. Il n'est pas question de discuter avec le M23. Vous avez vu la délégation qu'ils ont envoyée, ce ne sont que des technocrates et puis des experts. Tandis qu'au niveau donc du M23, de l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, et puis qui est la branche politique, contrairement à ce que Dieudonné dit, mais c'est une organisation extraordinairement organisée. C'est-à-dire qu'ils ont une branche politique qui fonctionne à merveille véritablement. Donc ils ont envoyé leurs hauts responsables dans le cadre donc de ces discussions. Sauf que, contrairement aux initiatives de Luanda et puis de Nairobi et d'autres initiatives qui ont été prises, mais le Qatar, c'est la discrétion. C'est pour ça, en réalité, on n'arrive pas à avoir un certain nombre d'informations. Parce qu'en réalité, pour passer à des discussions directes, ces deux parties-là ont posé un certain nombre de préalables. Et vous connaissez les préalables donc, de la RDC. Parce que
pendant qu'ils sont en train de vouloir trouver une solution pour une paix durable dans l'est de la RD Congo, le M23 qui est installé au niveau de Goma et de Bukavu, ils sont en train d'exploiter chaque jour qui passe d'énormes ressources naturelles de la RD Congo. Donc ils n'ont pas intérêt de trouver en même temps des solutions à ce problème. Ils ont intérêt à ce que le conflit perdure véritablement, qu'ils puissent exploiter autant de fois qu'ils voudront les ressources naturelles. C'est juste des questions de façade. Mais ce ne sont pas des questions de façade, mais c'est une question de stratégie véritablement. Et là, ils sont en train de traîner. Parce qu'ils savent que la République démocratique du Congo, en tant qu'un État souverain, ne peut pas donner une suite favorable à un certain nombre de leurs revendications. Vous savez que ils ont par exemple exigé à ce que les forces étrangères puissent se retirer donc de l'est donc de la République démocratique du Congo. Donc je pense que dans ce contexte-là, contrairement à ce que les gens peuvent penser, l'initiative de Doha, c'est une initiative promoteuse. C'est une initiative promoteuse parce qu'en réalité, c'est un pays neutre véritablement dans cette situation-là. Parce que Doha entretient de très bonnes relations, non seulement avec la RD Congo, mais avec le Rwanda. Et que Doha, l'émir du Qatar, est très respecté dans les deux pays. Donc je pense que cette initiative-là, à un moment donné, parce que là, Doha est en train de laisser les partis de laisser les partis trouver satisfaction en termes de préalable, parce qu'ils ont montré une certaine volonté donc de trouver un terrain d'attente. Et donc les échanges aujourd'hui sont présentés comme en réalité une avancée majeure pour trouver pour rechercher donc une sortie donc de crise donc dans l'est de la République démocratique du Congo. Sauf que les partis aux discussions ne montrent pas une certaine volonté en termes de célérité, mais en termes d'aller très vite. Parce que plus le temps passe, plus les ressources de la RD Congo sortent illégalement du territoire, plus les populations sont martyrisées parce que certains continuent pas à se déplacer véritablement. Et là, vous avez une certaine opacité. Personne ne sait ce qui se passe à Bukavu. Personne ne sait ce qui se passe donc au niveau donc de la ville de Goma. Et donc cette situation est assez déplorable. Et notre souhait, c'est que les partis puissent véritablement passer rapidement sur les préalables et aller aux discussions directes pour qu'on puisse savoir ce que chacun peut obtenir. Parce que quand vous allez à des discussions, il faut s'attendre à perdre un certain nombre à faire des concessions et donc la République démocratique du Congo, ils ont été stricts sur un certain nombre de choses. On verra bien ce que le M23 avec son parrain traditionnel, le Rwanda, peuvent obtenir de cette discussion à Doha. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause et on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.